Bonjour à tous et merci de nous suivre sur le www.radio.dina.info. C'est le nouveau numéro de Et nous, votre émission qui parle des droits des enfants, également qui fait le zoom sur les difficultés que vivent les enfants et sur les initiatives menées par les acteurs de défense des droits de l'enfant et des droits de l'homme à l'endroit de ces mineurs. Aujourd'hui, nous allons parler du projet d'appui à l'accompagnement du Conseil consultatif des enfants au niveau préfectoral, régional et national. C'est un projet exécuté au Togo par le CACIT Togo. Et nous sommes avec Doris Guenouia, coordonnatrice du dit projet. Doris, bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh non, merci à vous de me recevoir. Alors, où en êtes-vous avec le projet d'appui à l'accompagnement du Conseil, on va dire, consultatif des enfants? J'ai envie de dire Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que vous êtes à 90%. Oui, ça veut dire que le projet a bien avancé. En tout cas, pour cette première phase, nous sommes presque à la fin. C'est-à-dire que presque toutes les activités ont été réalisées sur le projet. Bien que le coronavirus nous a un peu traîné, a empêché certaines activités de sensibilisation qui sont aussi une phase très importante du projet. Mais en ce qui concerne le renforcement des capacités des enfants, ça a été fait dans les 4 régions qui ont été ciblées par le projet. Et actuellement, des plans d'action préfectoraux et régionaux ont été adoptés la dernière fois, le 5 juin à Lomé, Kara et Sokodé, et le 6 juin à Dapaon, en ce qui concerne les concepts consultatifs de ces enfants-là, de ces 4 régions. Alors, on va revenir en détail sur cette situation. Je rappelle à nos auditeurs que je suis Edwige Apedo. Alors, pour, on va dire, entamer, vous avez déjà commencé par faire un petit résumé. Aujourd'hui, pourquoi le CACIT exécute un tel projet à l'endroit des enfants? D'accord. Vous savez tous que le CACIT a dans sa mission la consolidation du processus de paix au Togo, tout comme la promotion de la démocratie et du civisme, de la citoyenneté. Et nous avons jugé en fait, parmi les nombreux projets que nous le faisons, je dirais, à l'endroit des adultes qui sont détenteurs de droits. Or, les droits des enfants aussi sont très importants et les enfants restent des piliers ou des piliers essentiels en matière de consolidation de la paix. Donc, en collaboration avec notre partenaire financier qui est l'UNICEF, nous avons eu l'idée de ce projet-là parce que les conseils consultatifs des enfants existent au Togo depuis bon nombre d'années. Mais les premiers conseils qui ont été mis sur pied, faute de moyens techniques, je vais dire ça comme ça, n'ont pas bien fonctionné et les enfants ont été laissés à leur sort comme ça. Donc, l'UNICEF ayant senti le besoin sur le terrain, a lancé un appel d'offres pour pouvoir faire un projet qui permettra de redynamiser, de consolider ces conseils-là dans leurs actions qui concernent à promouvoir les droits des enfants, mais aussi promouvoir la consolidation de la paix dans les communautés. Donc, suite aux diverses violences qui ont eu lieu, vous savez tous, en 2017, 2018 jusqu'à 2019, ce projet a été lancé en juin 2019 et il consistait en fait à faire des séries de formations à ces CCPE-là, conseils consultatifs préfectoraux des enfants, dans 4 régions qui ont été les plus touchées en matière par les violences. Donc, c'était la région maritime, la région centrale, la région de la Kara et la région Savane. Donc, le projet a été formé de telle manière à pouvoir renforcer les capacités de ces CCPE, à les accompagner dans un certain nombre d'actions de sensibilisation et à définir avec eux des plans d'action que les enfants eux-mêmes, membres des CCPE, pourront mettre en place dans leur communauté. Donc, ça, c'est la première phase du projet que nous avons presque fini. Alors, la première phase est presque à terme. Oui, le 15 juin. Le 15 juin, vous finissez avec la première phase de ce projet. Vous avez parlé tout à l'heure de plan d'action. Aujourd'hui, vous avez eu à valider ces plans déjà. Sur quel point vous avez beaucoup plus mis l'accent? D'accord. Les thèmes qui ont été retenus sur ce projet, dont la première activité a été d'édicter un manuel de formation des formateurs, ont été le pardon, la paix, la gestion non violente des conflits et la médiation. Donc, vous voyez, ça fait 4 thèmes. Donc, nous avons réparti les thèmes par région.
Donc, pour la validation des plans d'action, chaque région a choisi un thème. La région maritime, par exemple, c'était la médiation. La région centrale, c'est la gestion non violente des conflits. La région des savanes a eu le pardon. Et la paix a été attribuée à la région de la Kara. De la Kara. Alors, par rapport à ces plans d'action sortis aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui satisfaite du travail réalisé par ces conseils? Énormément. Je vais dire que dans la première partie du projet, où nous avions eu à renforcer les capacités de ces CCPE-là, au cours des formations, après, quand nous demandons aux enfants eux-mêmes d'établir un certain nombre d'actions à la fin des formations, qu'ils comptent maintenant, qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre en œuvre, il y a eu des idées qui sont sorties pêle-mêle. Mais à ces ateliers, aux derniers ateliers de validation de ces plans d'action-là, quand nous avons demandé aux enfants, pour la région, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? J'avoue que j'ai été émerveillée par toutes les idées qu'ils ont sorties, à tel point que le représentant de l'UNICEF qui était à l'atelier de Lomé m'a dit, mais je pense que pour l'élaboration de la deuxième phase, nous allons les inviter, ils vont eux-mêmes proposer les activités qu'ils pensent qu'ils peuvent faire, parce que c'était extraordinaire, quoi. C'était très bien. Les plans d'action ont été validés selon les besoins que chaque préfecture avait. Donc, il y en avait certains qui voulaient mettre l'accent sur la discussion qu'ils vont faire avec les élus locaux dans leur préfecture pour qu'ils prennent en compte les droits des enfants et la thématique de la paix. Il y en a certains qui ont proposé de sensibiliser leurs pairs, les adolescents qui ne sont pas scolarisés, mais qui sont en apprentissage et autres, pour pouvoir partager aussi ce qu'ils ont appris avec eux. Et voilà, c'est des actions comme ça dont nous avons discuté. Et chaque préfecture a porté une action qui ressemblait vraiment aux besoins qu'il avait dans son milieu. Inculquer dès le bas âge les notions de pardon, de paix, de médiation aux enfants, est-ce que vous avez compris ou bien constaté qu'il y a un manque en ce sens? Oui, il y a un réel manque en ce sens. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, je ne vais pas dire que les parents ont démissionné, mais le parent togolais n'a plus, ce contact-là tout le temps avec son enfant. Nous sommes des parents qui travaillons dehors. Nous ne travaillons plus trop à la maison. Donc, nous n'avons forcément pas la maîtrise ou le contrôle de ce à quoi l'enfant est exposé, même en suivant la télé. Nous avons aussi des enseignants qui, depuis quelques années, sont un peu peut-être frustrés et qui ne donnent que le minimum de ce qu'ils doivent donner parce qu'ils ont fait des revendications qui forcément n'ont pas abouti. Donc, il y a un rôle qui est aujourd'hui dévolu à la société civile, de prendre en compte l'avenir de demain. Parce que apprendre aux enfants à gérer ces thématiques dès le bas âge, c'est s'attaquer à la racine même du problème. C'est un enfant qui devient un adulte qui demain a un comportement incitoyen ou bien un comportement qui ne respecte pas la société. Tout simplement parce que quand il était plus jeune, on ne lui a pas appris à vivre en communauté, à prendre en compte la communauté. Donc, nous pensons qu'il y a un réel besoin en ce sens de vraiment commencer à partager cette information, à faire la formation aux droits de l'homme dès le bas âge aux enfants. Comme ça, ils pourront aussi sensibiliser leurs pairs et nous aurons une société qui sera demain un peu plus, mieux, on va dire, pour mieux vivre ensemble. Est-ce que travailler avec les conseils consultatifs vous amène à toucher beaucoup plus les enfants? Oui, en ce sens que, vous savez, dans certaines communautés, vous ne pouvez pas juste débarquer et dire que, OK, nous voulons sensibiliser des enfants. Il y a les droits des enfants. Les enfants ont besoin d'autorisation parentale pour faire un certain nombre de choses. Voilà. Il faut établir des assurances. Il faut assurer leur sécurité. Donc, les conseils consultatifs ont été une bonne chose en ce sens qu'ils représentent un peu un organe qui est composé des enfants eux-mêmes et qui représente les droits des enfants. Ces enfants-là, quand nous avons discuté avec eux, il y en a beaucoup qui ont été témoins de choses qui sont arrivées à leurs camarades et qui peuvent à leur niveau agir au niveau de ces camarades-là. Peut-être des choses que nous, adultes, nous ne pourrons pas voir. Ou bien, ça permet quand même, quand vous avez un enfant, membre d'un CCPE, qui est dans une école qui fait 500 élèves, par exemple, là, vous avez touché au moins 500 élèves. Ou bien vous avez un représentant de 500 élèves qui est là.
Donc oui, travailler avec les CCPE est beaucoup plus facile. D'autant plus que c'est des structures qui ont été mises en place par l'État, qui sont reconnues, suivies par le ministère de l'Action sociale. Donc c'est beaucoup plus formalisé et ça nous permet de mieux canaliser les actions. Et quels sont les problèmes que vous avez eu à relever sur le terrain? Déjà, il y avait le manque complet, je vais dire, de formation des membres de ces CCPE-là. J'ai demandé à la plupart, depuis qu'ils avaient été élus, est-ce qu'ils ont été formés sur leur rôle, par exemple leur mission. Certains, oui, mais beaucoup non. Beaucoup non. D'autant plus que les bureaux ont été renouvelés très récemment. Il y avait aussi des mouvements au niveau de la structure qui gérait quand même ces CCPE parce qu'ils sont accompagnés par des chaperons et sous l'égide d'un directeur préfectoral. Donc il y avait ça et on a discuté d'un certain nombre de choses avec eux. Certains enfants connaissent leurs droits basiques, je veux dire le droit à l'éducation, le droit à la vie, à la santé. Mais il y a certains autres droits qu'ils ne maîtrisent pas vraiment parce que peut-être en contradiction avec l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Donc, à la maison, on dit un enfant, tu ne dois pas parler, un enfant, tu ne dois pas faire ci, un enfant, tu ne dois pas faire ça. Et certains adultes en profitent pour brimer les droits de ces enfants-là au nom du respect qu'un enfant doit avoir envers un adulte. Donc, ce sont des points un peu particuliers que nous avons aussi abordés avec eux lors de nos formations. Manque de formation sur le rôle qu'ils doivent jouer, est-ce que ce n'est pas une défaillance du côté des pouvoirs publics? Je ne veux pas dire que et des acteurs de la société civile. Je ne veux pas dire que c'est une défaillance parce que comme je l'ai relevé au début, il y avait les anciens CCPE et qui n'ont pas non plus bénéficié d'un certain accompagnement. Après, ils étaient inactifs, les enfants sont devenus grands, d'autres ont juste quitté la région ou les préfectures. Et ces bureaux-là ont été nouvellement élus. Ils ont été élus en 2019. Donc, le projet est venu même à point nommé pour commencer leur nouveau mandat avec eux. Donc, c'est normal qu'ils ne soient pas totalement outillés sur ce qu'ils doivent vraiment faire et qu'ils ne soient peut-être pas accompagnés par autant de structures que ça. L'éducation civique et morale enseignée à l'école, quelle est donc la place de ce cours que les pouvoirs publics ont adopté aujourd'hui pour pouvoir former les enfants? Bon, ce cours a toujours eu sa place. Je me rappelle, moi, quand j'étais encore plus jeune, on avait ça. Le cours s'appelait EduCimo. Maintenant, c'est ECM, je pense. Oui, il y a ECM ou bien il y a même un cours qui s'appelait le civisme. Oui. Donc, c'est très important. Je faisais remarquer à quelqu'un avant-hier que j'ai l'impression que le Togolais devient de plus en plus incivique. Quand nous, on était plus jeunes, il y avait certaines choses que tu ne pouvais pas voir genre en circulation parce que quelqu'un a commis une faute, vous commencez à vous insulter ou vous crier dessus. Ou bien dans la rue, quelqu'un appelle une jeune fille, elle ne se retourne pas et puis on commence par l'insulter. C'était des choses... Ou même lorsqu'on attrape un voleur aujourd'hui, on le brûle immédiatement, alors qu'avant, on le gardait pour que les... Oui, ou bien on l'amenait chez le chef du quartier ou du village, voilà. Il y avait ces genres de choses. Je me dis que c'est l'effet aussi peut-être de la mondialisation, ou bien... Je ne saurais faire ce diagnostic-là aujourd'hui, mais ce cours a toujours sa place. Et j'aurais même souhaité qu'elle continue peut-être jusqu'à l'université parce que nous avons l'impression que c'est un cours que les jeunes apprennent pour pouvoir valider la matière ou bien avoir la moyenne. Et après, nous n'intégrons pas vraiment ces valeurs-là dans notre vie ou bien dans nos comportements de tous les jours. Donc, c'est des choses qu'il faut répéter tout le temps, que ce soit à l'école, à la télé, même dans notre travail, peut-être, je ne sais pas. Dans la vie professionnelle. Oui, dans la vie professionnelle. C'est des choses qu'il faut rappeler tout le temps. Et comment amener l'enfant à intégrer ces valeurs-là et à pouvoir assimiler ce cours et non le bûcher pour juste valider, on va dire, ce cours-là à la fin de l'année? Il y a une chose dont je me suis rendu compte en mettant en œuvre ce projet, c'est que nous retenons plus quand quelque chose est interactif. Ou bien quand on nous demande de restituer par nos propres mots ce que nous venons d'apprendre. Ce que nous ne faisons pas forcément à l'école. À l'école, le maître vient, il donne, tu dois apprendre. Quand il fait son interrogation, tu lui redonnes ses mots.
Dans ces formations, nous avons fait participer les enfants. Nous leur avons posé des questions. Qui sont les personnes que tu penses qui peuvent menacer ta paix, par exemple? Ou bien dans quelle situation tes parents eux-mêmes peuvent menacer ta paix? Qu'est-ce que tu peux faire pour protéger tes frères et sœurs quand tu constates que voilà ça et ça? Nous leur avons fait faire des simulations même de scènes. Des scènes banales comme quelqu'un a pris ton bic ou bien quelqu'un a cassé ton bic. Comment est-ce que tu lui réponds pour ne pas engager une dispute ou bien un conflit avec la personne? Donc, c'est en faisant des choses interactives et surtout nous nous sommes rendus compte aussi que dans les activités de sensibilisation que sont les jeux ou bien les scènes ou bien les théâtres et autres, l'enfant assimile mieux ce que vous lui dites. Il assimile mieux ce que vous essayez de lui faire comprendre, parce que quand on dit le pardon, c'est en l'air en fait. Il faut que vous lui fassiez comprendre que c'est une situation dans laquelle tu vas te sentir comme ça, mais tu vas choisir que, ok, bon, je te pardonne pour qu'on avance, je te pardonne pour qu'on ait la paix, pour que quelqu'un ne soit pas frustré et tout. Mais si vous dites, ok, il faut pardonner, mais il y a même des enfants qui m'ont dit, non, ce que lui là, il m'a fait, je ne vais jamais lui pardonner. Je lui ai juste posé la question, est-ce que quand tu as décidé de ne pas le pardonner, est-ce que tu es en paix toi-même, tu te sens bien dans ce que tu fais? Parce qu'en faisant ça, tu es esclave de ce sentiment. C'est des choses qu'il faut faire comprendre aux enfants. Ce sont des notions qui ne doivent pas seulement être appris littéralement. Il faut les mettre dans des situations de tous les jours pour que l'enfant intègre que ok, voilà ce qu'on veut me dire. Voilà ce que je dois faire pour ne pas troubler la paix de l'autre aussi. Parce que il y a ma paix, il y a la paix de l'autre, il y a la paix de la société aussi qui est importante. Alors, vous êtes sur Web Radio Dena. Nous parlons aujourd'hui dans l'émission et non du projet d'appui à l'accompagnement du Conseil consultatif des enfants au niveau préfectoral, régional et national exécuté par le CACI Togo. Nous sommes aujourd'hui avec Doris Genouya, elle est la coordonnatrice du dit projet. Alors, au niveau des différentes thématiques retenues pour ce projet, je vais parler de la paix, du pardon, de la médiation. Parlant de médiation, aujourd'hui, les enfants vivent dans des familles où il y a beaucoup plus la violence. Est-ce que vous apprenez à ces enfants à pouvoir jouer les médiateurs entre leurs parents ou bien leurs proches et autres? Je ne veux pas dire qu'on leur a appris à jouer les médiateurs, parce que la médiation, c'est vraiment une thématique qui est très large et très vaste. Ou même si vous et moi on doit être formés là-dessus, il nous faut des jours et des jours pour devenir médiateur. Mais on leur a appris ce que c'est que le concept. Parce qu'il y a la médiation, il y a la conciliation. Et il y a une différence entre les deux concepts. Maintenant, ce n'est pas forcément à l'enfant d'être médiateur dans un conflit de ses parents, mais l'enfant peut solliciter un médiateur parce qu'il sent que quand ses parents sont en conflit, c'est quand même sa paix qui est menacée. C'est aussi leur apprendre que parfois, il ne faut pas garder certaines choses pour soi. Quand on sait qu'on est trop petit ou bien trop impuissant pour pouvoir agir là-dessus, il y a des structures pour les accompagner. Il y a nous, il y a le ministère de l'Action sociale qui peut intervenir quand il y a ces genres de problèmes. Mais c'est aussi leur apprendre qu'il y a aussi d'autres personnes à différents niveaux, les élus locaux aussi, qui doivent prendre à cœur le bonheur des gens qui vivent dans leur communauté. Pas forcément au niveau financier, mais aussi au niveau de la paix sociale qui doit régner dans la communauté. Donc, on leur a appris l'importance de ce processus-là. Et ce que eux, en tant qu'enfants, ils peuvent faire. Ils peuvent faire les médiateurs dans des conflits entre les jeunes, soit de leur classe ou bien de leur cours commune. Ils peuvent faire la médiation en ce sens-là, parce que ça, c'est à leur niveau. Et en ce qui concerne d'autres personnes, par exemple, on leur a appris aussi que quand ça arrive à ce niveau-là, allez voir le directeur, allez voir le surveillant, l'enseignant, voilà. Donc, on leur a appris aussi le rôle ou bien les personnes qui peuvent être médiateurs dans un conflit, par exemple. Alors, nous sommes aujourd'hui secoués par une crise sanitaire liée au coronavirus. Alors, comment vous avez vécu cette crise avec votre projet? Ça a été difficile parce que nous avions des activités de sensibilisation à l'instar de galas de foot qui devaient être organisées durant le mois de mars.
Et cette crise, personne ne l'a vu venir, on va dire comme ça. Les choses étaient en place pratiquement et bon, l'état d'urgence a été décrété. Les activités ont été en pause pendant des semaines avant que nous ne trouvions des moyens pour pouvoir quand même essayer d'atteindre les objectifs du projet en réorientant certaines activités. Donc en limitant le nombre de participants, par exemple, en mettant en place des mesures de protection, des masques, des gants, des dispositifs de lavage des mains et autres. Mais nous avons fait l'essentiel, sauf que certaines activités qui restent prohibées, comme les matchs de foot par exemple, et les sensibilisations de masse ne peuvent plus se faire. Toutefois, je pense que nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons fait jusqu'à présent et on espère que cette période sera dépassée bientôt et que le projet pourra faire les activités qui ont été mises en suspens. Parce que c'est quand même pour notre avancement à tous, c'est pour notre bénéfice à tous. Donc, on espère pouvoir trouver le moyen bientôt de pouvoir faire le reste des activités. Alors, comment vivent les enfants avec qui vous travaillez en cette période? Oh, disons que les enfants qui sont sur ce projet sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Donc, actuellement, ils sont presque tous scolarisés et attendent les examens. On leur a d'ailleurs parlé là-dessus de ne pas rester à regarder la télé tout le temps. Mais il y en a certains d'entre eux qui profitent de cette période-là pour pouvoir s'investir un peu plus dans d'autres activités. Parce que les CCPE, par exemple, ils sont 20, mais ils organisent souvent aussi des activités, des petites rencontres avec le bureau au niveau de leur direction préfectorale. Donc, les directeurs préfectoraux, les chaperons ne les laissent pas non plus aller vagabonder un peu partout. Ils en profitent pour pouvoir faire des petites sensibilisations en groupe restreint avec eux durant cette période. Alors, vous avez eu à adopter les plans d'action ou bien le plan d'action national. C'est le plan d'action qui résulte également des plans d'action des différentes régions. Aujourd'hui, quelle sera la suite de votre projet? Bon, ces plans d'action ont été adoptés. Comme vous savez, tout plan d'action doit être accompagné d'un budget, d'un délai d'exécution. Donc, nous allons mettre tout ça au propre, avoir des budgets pour chaque région, des délais d'exécution. Il y a certaines actions qui peuvent être maintenues même en période de coronavirus et qui peuvent se faire parce qu'ils ne nécessitent pas le regroupement d'un grand nombre de personnes. Mais il y en a d'autres qu'il va falloir attendre peut-être la fin de l'état d'urgence. Puisqu'aujourd'hui, le couvre-feu a été levé dans les différentes villes où il y avait le bouclage. C'était même pas qu'on allait faire des activités la nuit, mais la levée du bouclage nous aide un peu beaucoup parce que on aurait eu besoin, une phase du projet que certaines se déplacent dans certaines villes. Mais bon, maintenant, on va pouvoir le faire. Donc, la phase prochaine, en fait, c'est de mettre tout ça au profit, d'avoir le budget, les délais d'exécution et de commencer à voir qui nous pouvons contacter pour la mise en œuvre de ces plans d'action-là et qui peuvent nous soutenir financièrement, bien sûr, parce que ça aussi, c'est très important. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez adoptées pour pouvoir finaliser votre projet en cette période de crise? Bon, en cette période de crise, on a eu à réduire d'abord les nombres de participants, à réduire les déplacements, à mettre en place des stratégies de protection des enfants en achetant du matériel pour les enfants qui peuvent participer aux petites formations que nous avons organisées. On a eu à demander des permissions aux parents parce que, vous savez, la sécurité des enfants plutôt est très importante. Il faut que les parents donnent leur accord pour tout mouvement. On a eu à établir des polices d'assurance pour tous les déplacements des enfants. En tout cas, tout a été fait de manière à pouvoir protéger au maximum les participants de tous nos ateliers. À l'issue de votre projet d'accompagnement de ces conseils consultatifs des enfants, qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que ces enfants-là qui ont été formés soient réellement impliqués dans leur communauté pour la mise en œuvre des plans d'action qu'ils ont eux-mêmes
choisi de faire dans chaque région. Nous attendons aussi que ces enfants soient accompagnés par les structures qui sont en place pour pouvoir atteindre ces buts. Je donne un exemple, par exemple, la préfecture d'Aguenivé a choisi de rencontrer les conseillers et élus locaux pour pouvoir discuter avec eux du cas de la prostitution des enfants dans leur communauté. Pourquoi ils ont choisi ce thème? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un phénomène qui était récurrent dans la préfecture d'Agué. Des petites filles qui se prostituent pour pouvoir ramener peut-être de l'argent à la maison. Leurs parents. Le problème est très profond. Mais une seule personne ou bien une seule organisation ne peut pas s'y attaquer. Et qui est plus indiqué que les élus locaux qui doivent être proches de leur population et régler les problèmes au niveau local. Donc, ces enfants-là ont décidé de faire des rencontres avec ces élus locaux-là pour voir dans leur stratégie-là, est-ce qu'ils ont intégré cette thématique de la protection des enfants, plus spécialement la lutte contre les enfants, la prostitution des enfants dans leur milieu. Donc, c'est un projet qui est très louable et qui mérite d'être accompagné et soutenu à tous les niveaux, même par le gouvernement en place, je pense. Donc, nous allons en tout cas tout faire pour que, au maximum, les résultats qui ont été assignés à ces plans d'action-là soient atteints. Et au niveau de la région centrale ou de la région de la Kara, quelles sont les thématiques qui reviennent par rapport à leur plan d'action? Au niveau de la région centrale, la thématique a été la gestion non violente des conflits. Nous savons tous que c'est une zone qui est particulièrement très touchée. Surtout en période où la politique était vraiment dense dans le pays. Donc, ces enfants-là aussi ont choisi de faire des actions de sensibilisation. Ils vont faire des actions de sensibilisation synchronisées dans leur préfecture sur la gestion non violente de conflits, ce que ça concerne. Et la région de la Kara, je crois que c'est la thématique de la paix, donc la consolidation de la paix dans le milieu. Et la région de la savane, c'est la thématique du pardon. Donc, toutes les actions ont été définies au niveau local. Et nous allons... Bon, à ce niveau-ci, c'est les CCPE eux-mêmes qui ont choisi leur plan d'action. Donc, ils vont établir le document, le mettre au propre. Et voir quand commencer. Voilà. Et nous verrons avec eux, selon les sensibilités du milieu, les contraintes et tout, comment nous pouvons les accompagner pour que ces actions-là commencent. Parlant d'Aguenivé, vous avez parlé de la prostitution des enfants qui est revenue aujourd'hui dans les différentes discussions. Est-ce que dans les autres régions, vous avez eu d'autres sujets qui concernent réellement le quotidien des enfants qui ont été relevés lors des échanges? Oui, mais plus des problèmes en rapport avec le harcèlement au milieu scolaire. C'est ce qui a été le plus relevé, surtout par les enfants? Oui, par les jeunes filles. Le harcèlement au milieu scolaire et parfois même l'opposition des parents à ce que certains enfants continuent leurs études. Oui, nous avons des milieux dans lesquels on ne veut pas que l'enfant continue parce que, c'est peut-être trop cher ou bien on veut qu'elle vienne vendre au marché avec nous et tout. Et ce sont des cas qui sont un peu compliqués à gérer. Parce que ces enfants-là vivent avec ces parents-là. Et parfois, quand vous essayez d'intervenir, on fait disparaître l'enfant. Vous n'allez plus la revendre là. On l'envoie dans un village loin quelque part. Et puis le problème est réglé, quoi. Donc, c'est quand même des choses qui sont encore là, qui sont récurrentes. Et à la fin, quand nous allons faire le bilan de tout ce qui nous a été fait comme retour, nous allons voir quelles recommandations faire et comment donner une suite à ce projet pour adresser ces différents problèmes-là. Alors, pour finir, quel est aujourd'hui votre message à l'endroit des enfants qui vous écoutent? Je vais d'abord commencer par les études qui sont très importantes. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de crise sanitaire et que les enfants sont à la maison qu'ils doivent négliger leurs études parce que vous apprenez pour devenir quelqu'un ou quelque chose de mais vous n'apprenez pas pour les parents, vous n'allez pas à l'école pour les parents, c'est votre propre avenir que vous préparez. Donc
prenez-le à cœur, prenez ce temps pour pouvoir mieux vous préparer pour l'année prochaine. Ensuite, je vais parler de leur sécurité en ces temps de coronavirus. Il ne faut pas que les enfants prennent ces périodes comme des vacances et vagabondent un peu partout, fassent des rencontres. La dernière fois, je circulais, les gens circulaient un peu partout sans masque de protection. Aujourd'hui, le port du masque de protection est obligatoire, Dieu merci. Au Togo. Donc que les parents quand même prennent à cœur la sécurité de leurs enfants et contrôlent leurs allées et venues, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne le rôle des enfants dans la consolidation de ce processus de paix là au Togo, aucune force n'est trop petite pour apporter la paix chez soi. Ce n'est pas parce que tu as 12 ans, tu as 11 ans que tu ne peux rien faire. Tu peux à ton niveau. Par ton comportement, tu peux ramener tes parents à la paix chez toi à la maison. Par ton comportement, par tes conseils, tu peux amener la paix dans des foyers qui sont autour de toi en sensibilisant tes pairs et même en sensibilisant les adultes de ta communauté sur la culture de la paix dans ta maison, dans ta communauté. Donc, qu'aucun enfant ne se dise que je suis trop petit pour faire quoi que ce soit. Tu n'es pas trop petit, tu peux le faire. Il suffit juste que tu te donnes la volonté de le faire. Merci beaucoup Doris Guenouia d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Edwige. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du projet d'appui à l'accompagnement du conseil consultatif des enfants au niveau préfectoral, régional et national. C'est un projet exécuté par le CACIT Togo. Merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève nous de ce jour. Rémi Oungpatui a assuré la mise en ligne. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt.